Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine d'actualité. Merci de nous rejoindre sur la RTS2. Tout de suite, le sommaire. Hausse généralisée des prix des denrées de première nécessité. À Ourossogui, cette hausse est confirmée par les commerçants et les revendeurs. À Sédhiou, les jeunes se sont lancés dans la restauration de la mangrove, une activité qui a permis de faire une campagne de reboisement au niveau du fleuve. Neuvième édition de Yirde Alpulaar ou la soirée des Alpulaar à Matam, un rendez-vous traditionnel qui a permis de présenter les différentes facettes culturelles. Le Boukout est de retour à Niassia après 45 ans sans célébration. Les 7 villages Bayotte sont concernés par cette initiation. Sport pour terminer Afrobasket 2021. On connaît désormais le prochain adversaire du Sénégal. En quart de finale, c'est l'Angola. Tantôt dans le sommaire, hausse généralisée des prix de légumes et autres produits de première nécessité. À Ourossogui, cette hausse est confirmée par les commerçants et les revendeurs. Les prix du riz, de l'huile et du sucre, entre autres, ont augmenté. Voici la réaction de quelques commerçants et vendeurs au micro Ibrahima Papidiédiou. Au grand marché de Ourossogui, les prix des légumes ont connu une hausse. Les prix ont déjà augmenté parce que on dit à cause de l'hivernage. Déjà tout est augmenté ici. La carotte est augmentée. La fois passée, le prix c'était à 1000 francs. Maintenant c'est à 1500. Le navet est la même chose. C'était à 500. Maintenant c'est à 700. Les autres aussi. Puis viennent acheter, mais ils n'ont pas de solution là. Idem pour le poisson. L'hivernage est passé par là. Il n'y a pas de poisson ni ici ni à Saint-Louis, où on avait l'habitude d'acheter. Ces poissons viennent de Richard Toll et ils sont chers. Ce poisson que vous voyez s'achète à 5000 francs le kilogramme. Vous voyez? Autre hausse constatée, c'est celle du prix du sucre, de l'huile et même du riz, entre autres. Pour le bidon d'huile de 20 litres, il coûtait 15 000 à 16 000 francs. Maintenant, on l'achète à 24 000 francs. Le riz Siam coûtait 15 500 francs. Maintenant, ça coûte 17 000 francs. Pour le sucre, le kilo se vendait à 500 francs. Maintenant, le kilo coûte 600 francs. Le sac se vendait à 21 000. Actuellement, ça coûte 23 000 francs. Je ne sais pas pourquoi cette hausse. Malgré tout, les clients continuent d'acheter tout en souhaitant un retour à la normale. Merci Ibrahima Papidiédiou pour ce reportage. À Sédhiou, les jeunes se sont lancés dans la restauration de la mangrove, une activité qui a permis de faire une campagne de reboisement au niveau du fleuve. Accompagnés par le maire de la ville, ils devront bénéficier de formations et de financements verts pour atteindre leur objectif. Reportage Abdelaziz Ban. C'est le maire de Sédhiou qui a donné le top départ pour cette campagne de reboisement au niveau du fleuve. La restauration de la mangrove est une nécessité pour faire de Sédhiou une ville verte. D'abord, le projet Sédhiou Ville Verte entame d'abord sa troisième phase qui est le reboisement de la berge du fleuve de Sédhiou en mangrove. Donc ce que nous avons constaté est que la dégradation de cette biodiversité au niveau de cette berge-là s'accentue d'année en année. Donc nous, en tant qu'acteurs de développement dans ce domaine-là, nous avons réfléchi de faire une activité qui est le reboisement de cette mangrove. Je voudrais me féliciter de cette initiative citoyenne des jeunes de Sédhiou. Moi, je suis un homme comblé, amoureux de la nature. Je crois que nous devions restaurer aujourd'hui notre environnement. Ce qui est fondamentalement important, c'est notre propre responsabilité. Ce qu'il faut saluer, où on constate que depuis un certain nombre
Depuis l'année dernière, nous avons commencé avec cette équipe-là présente à chercher des boutures pour reverdir notre environnement. Aujourd'hui, on voudrait faire, ça doit être une initiative collective de faire de Sédhiou la plus verte du Sénégal. Je crois que ça, c'est une initiative à saluer. Si nous regardons aujourd'hui au bord du fleuve, ces mangroves que nous avons plantées il y a une dizaine d'années, qui portent leurs fruits, je crois que ça doit être une continuité. En tout cas, je suis très heureux aujourd'hui que toute la jeunesse de notre commune, comme un seul homme, se redresse à dire nous allons faire changer l'environnement de chez nous. Et ça, c'est salutaire. Ici, les jeunes se sont mobilisés et ont posé un acte très important pour la restauration de la mangrove. Il s'agit d'accompagner ces jeunes pour la réussite des objectifs fixés à travers la formation et le financement vert. Donc l'écosystème du fleuve est beaucoup régulé par la mangrove, parce que c'est là où les poissons frais. Mais également la mangrove est connue pour absorber le sel. Et vous savez qu'en général, au Sénégal, tous nos cours d'eau sont envahis par le sel. Donc c'est important que M. le maire et son équipe y prennent conscience, sans parler des aspects économiques. Donc Sédhiou devrait être une région exportatrice de poissons, puisqu'il y a de l'eau partout. Donc c'est un acte à saluer. Saluer aussi l'activité des jeunes, parce que ce qui est en train d'être fait ici doit être montré à toute la jeunesse du Sénégal, qui doit s'atteler pendant les vacances à reverdir leur cadre de vie. Donc c'est important et je voudrais saluer l'action de Green Sédhiou, mais aussi je vais avoir une séance de travail avec eux pour que leur projet de pépinière puisse prendre une autre dimension, notamment en les aidant à accéder au financement vert, à l'ADER et à d'autres financements, aussi à la formation, pour développer l'agroécologie dans Sédhiou. Je sais qu'il y a beaucoup de production de mangue, mais il est possible de développer ça davantage. Cette restauration de la mangrove entre dans le cadre de la préservation de l'environnement dans la capitale du Pakao. L'objectif est de faire de Sédhiou une ville verte. La mangrove qui nous offre de multiples services écosystémiques. Parlons culture à présent et nous nous rendons à Sinthioumbal dans le département de Matam où s'est tenue la 9e édition de Yirde Alpulaar ou la soirée des Alpulaar. Ce rendez-vous traditionnel a été l'occasion de présenter les différentes facettes culturelles. Reportage Ibrahima Papididjo. À cette 9e édition, le public a été bien servi. Durant 3 jours, les activités ont été bien rythmées, des facettes culturelles en passant par des parades de moutons. Tout était au rendez-vous. Le sport traditionnel n'est pas en reste. Les lutteurs ont dévoilé leur talent. C'est une appréciation positive. Vous avez vu cette forte mobilisation donc de toute la population pour un peu revisiter la culture alpulaar. Yirde Alpulaaren est une activité actuellement régionale. Donc toute la région de Matam donc, est convaincue donc, de l'apport. Cette occasion a été aussi saisie pour sensibiliser sur le Covid-19 et aussi sur des maladies liées à l'hivernage. En dehors du coronavirus, comme je l'ai dit, c'est le contexte hivernal. Quand on parle de l'hivernage, il y a l'eau. Et s'il y a l'eau, il y a des eaux stagnantes. S'il y a un risque de prolifération donc de moustiques et autres. Et quand on parle de moustiques, aussitôt après, nous pensons au paludisme. Et pour les préventions contre le paludisme, toujours est-il que toujours continuer à utiliser les moustiquaires imprégnés. Le lavage des mains également, toujours le privilégié, parce qu'à côté du paludisme, il y a également les maladies diarrhéiques. Chaque année, on organisait l'anniversaire Yirde Alpulaaren pour parler, pour débattre les problématiques des citoyens, des populations, pour trouver des solutions, même si nous ne pouvons pas avoir des solutions, mais nous serons des porteurs de voix. Venu représenter le directeur général de la RTS, le chef de département de la RTS 5 exprime sa satisfaction tout en revenant également sur les missions de la nouvelle chaîne de télévision. Sinthioumbal a eu la chance d'être la première
à abriter cette cérémonie au moment où la RTS 5 Matam est là. Je pense que c'est une chance et nous sommes venus, nous avons été séduits par ce que nous avons vu ici, l'aspect culturel, d'autres aspects qui seront développés, c'est-à-dire on va parler du développement, on va parler des difficultés de Sinthioumbal. Je pense que c'est aussi ça le rôle de la RTS 5 Matam, c'est-à-dire de connaître un peu les préoccupations des populations, de les porter au niveau central, mais aussi la politique centrale, la ramener au niveau des populations. Je pense que ça, il faut féliciter les initiateurs, féliciter ceux qui ont eu cette idée, féliciter tous les agents de la RTS qui ont tenu à faire le déplacement, la radio, la télé et tout le personnel. Comme pour dire que ces 72 heures de Sinthioumbal ont répondu à l'attente du public. Et des Alpulaar, une cérémonie traditionnelle qui montre la cohésion sociale au niveau de Sinthioumbal. Restons toujours dans la culture, cette fois-ci pour parler du Boucout qui est de retour à Niassia après 45 ans sans célébration. Les 7 villages Bayotte sont concernés par l'initiation. Le Boucout revient après la sécurisation de la zone par l'armée. Abdoulaye Sinkare. Etomé, dans la commune de Niassia, arrondissement du même nom. C'est l'un des 7 villages Bayotte de la zone. Ce qui annonce le Cambocho et autres, pour pouvoir le confirmer, les signes qu'il doit y avoir, il y a, tu sais que nous sommes dans le Bayotte, on représente au moins 7 villages. Donc ces 7 villages, c'est une seule date d'entrée, une seule date de sortie. Okay. Et c'est la même chose. Donc, il y a de ces chefs de bois sacrés qui se réunissent presque chaque mois. Ce sont eux qui sont chargés de désigner, de savoir si ça va aller ou ça ne va pas. Le Boucout s'ouvre ce matin après 45 ans d'attente. Celle qui nous a précédés, c'était en 49. 49 jusqu'en 76. Et voilà que nous sommes en 2021. Voyez-vous. Donc, bon, on ne peut pas sortir du lendemain, dire que demain, on va faire le truc. Ça se prépare. Même si vous dites que c'est l'année prochaine et que ça ne marche pas, on ne peut pas forcer. Ces fils du village viennent des 4 coins du pays, et même d'ailleurs. Ce sont de futurs initiés. David Sagna est l'un des notables du village. Il fait partie de la dernière génération ayant subi l'initiation. Le Kambouchou, dans le dialecte local. Kambouchou. Ouais, moi le Boucout en Djola. Okay. Le Boucout. Mais je sais que bon, il n'y a pas tellement de différence. Le Djola est général. Le Boucout, c'est le Djola, c'est général. Bon, peut-être qu'il peut avoir la façon de faire. C'était les conditions de vivre, tout ça là. Mais l'éducation, c'est la même chose, je peux dire. Autrefois, le Kambouchou pouvait durer jusqu'à 3 mois. Mais les temps ont changé. En 76, je crois qu'on a fait au moins 15 jours. Mais avant, la première, ils ont fait au moins 2 mois dans la forêt. 2 à 3 mois dans la forêt. C'était comme ça. Mais maintenant, avec la condition de vie, ce n'est pas possible. On ne peut pas durer ce temps parce que les gens, il y a trop de permissionnaires. Toutes les familles sont impliquées avec une bonne distribution des rôles. Pour l'initiation, c'est la famille Bassène qui est responsable. Ce sont d'ailleurs ces membres qui entrent les premiers dans le bois sacré. Là où nous allons, où les enfants vont se faire initier, il y a une famille qui s'occupe de ça. Après là-bas, quand ils vont revenir, là où ils vont rester, passer leur séjour, il y a une autre famille qui s'occupe. À la sortie, il y a une autre famille qui s'occupe de ça. Ce n'est pas une seule famille qui s'occupe de tout ça. C'est comme ça que ça se passe. Il y a l'entrée, le séjour et la sortie. Fin de la procession. Nul n'entre ici s'il n'est initié. C'est aussi une ligne rouge pour les femmes. Dans les rangs des futurs initiés, des adultes, mais aussi des enfants. Ce sont d'ailleurs les plus chanceux. Si on laisse les enfants, 76, si ça fait encore 40 ans,
ils seront très grands avec leurs enfants. Après, quand ils vont, ici, quand ils sont initiés, l'homme qui va, il ne va pas avec son enfant. Ils sont tous drapés des mêmes pagnes et prêts pour les mêmes épreuves. L'éducation à la vie. Nous, une fois tu n'es pas allé au bois sacré, on t'appelle enfant. Aujourd'hui, après aujourd'hui, ils seront renommés grands hommes. On prépare l'homme dans la brousse, on le prépare à la sortie, on le prépare d'être dans la société, de pouvoir s'épanouir dans la société, quoi qu'il en soit. Voyez-vous. Bon, il y a des choses que vous savez, bon, s'il n'est pas initié aujourd'hui, nous sommes toujours en ville, il y a des choses qui se passent. Normalement, s'il n'est pas initié, il ne doit pas assister. Pendant tout le séjour, c'est une vie d'ascète qui attend les initiés, sans aucun contact avec l'extérieur. Donc là-bas, le portable est interdit, la radio est interdite, tout ça. Il n'y a pas de film là-bas. Il n'y a pas de contact avec le monde extérieur. Ceux qui sont à l'intérieur, les initiés, ils n'ont pas de contact avec eux. Sinon, nous, qui les accompagnons, s'ils veulent quelque chose, ils nous envoient. Après 45 ans d'attente, le Boucout est rendu possible par les récentes opérations de sécurisation de l'armée dans la zone. Il y a un endroit où on regarde chaque année. Si on voit ce signe-là, on sait que c'est l'année. Bon, nous, avec la crise casamançaise, c'est ce qui a retardé notre situation. Il n'y avait pas de sécurité. Il n'y avait pas de sécurité. Il n'y avait pas de sécurité. Mais nous remercions le chef de l'État qui a bien voulu mettre, au moins, ils ont ratissé toute la zone avant que nous fixions nos dates. Nous le remercions beaucoup. Aussitôt entrés, aussitôt séparés des pagnes supérieures. Ils sont ramenés à la maison. En attendant de revoir leurs hommes, les femmes entonnent des chansons, hymne à la séparation. 45 ans sans célébration, le Boucout revient à Niassia. Pour parler du Boucout, de cette cérémonie d'initiation, nous recevons sur ce plateau le professeur Dr Babacar Diouf. Il est le président du réseau des acteurs socioculturels du Sénégal. Bonjour, docteur. Bonjour, madame Sandra. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. Nous venons de regarder ce reportage sur le Boucout en Casamance, qui est une cérémonie d'initiation pour ces populations locales qui sont à Niassia. Maintenant, 45 ans sans célébration. Que représentent ces cérémonies d'initiation pour ces populations? Même dans le reportage, le doyen l'a si bien dit, c'est pour intégrer l'homme. Parce qu'avant d'entrer dans le bois sacré, avant l'initiation, vous êtes considéré comme un enfant. Et il vous a dit qu'il y avait des adultes et des enfants. Mais les adultes étaient adultes par l'âge, mais tant qu'ils ne sont pas initiés, ils ne peuvent pas, au niveau de la société, être considérés comme étant des adultes. Donc c'est un apprentissage. Il a parlé aussi d'éducation. Donc tout ce temps, c'est normal parce que c'est des cycles. Mais quand on y ajoute la crise en Casamance, cela a certainement eu un impact. C'était un blocage. Qui a fait que, effectivement, mais en règle générale, ils ont des cycles qui peuvent varier jusqu'à 25 ans entre des initiations, ce qui est un peu différent chez nous, communauté sérère. Maintenant, la cérémonie d'initiation, qu'est-ce que ça peut apporter à l'homme? C'est ce qui façonne l'homme. Et c'est ce qui maintient la cohésion d'une société. En fait, vous avez vu comment ça s'est organisé. Toute la population est venue dans une approche festive et ludique. Tout le monde a dansé, tout le monde a chanté. Mais nous n'avons pas vu le visage des initiés. Ils avaient mis un pagne traditionnel. Et quand est venue l'heure d'entrer dans le bois sacré, on vous a dit qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de contact avec l'extérieur. Ils ont dit que c'est une ligne rouge. C'est une ligne rouge, vous entrez dans le bois sacré. Et quand vous entrez dans le bois sacré, c'est toute l'éducation. C'est une école de formation. Au plan spirituel, au plan social, il y a plusieurs dimensions
dans cette initiation. Et c'est une initiation qui est gardée secret, qui ne peut être partagée que dans le cadre d'une initiation ou entre initiés. On peut même y produire un langage codé. Et en quoi cette cérémonie d'initiation peut participer à l'intégration de l'homme dans la société? Parce que d'abord, quand vous entrez dans le bois sacré, il y a un processus qui permet d'identifier l'homme et de le situer dans sa communauté pour voir quels sont ses tares, quels sont ses vices, quelles sont ses vertus et essayer de corriger tout ça. Mais au-delà, il y a des pratiques, ce qu'on appelle communément le patrimoine immatériel de la société qui est conservé et transmis aux générations qui arrivent. Tout ça est enseigné à l'homme pour lui permettre de respecter les valeurs de sa société parce que, comme vous le savez, chaque culture a ses vertus, mais a ses vices aussi. Et justement, en parlant de patrimoine, que représente la conservation du patrimoine culturel dans la diversité culturelle? Non, c'est l'essence même de la vie. Parce que moi, je suis d'abord un être social, donc un être culturel. Je suis un être culturel parce que autour de moi, dans mon environnement, j'ai grandi avec des valeurs, avec des pratiques qui font que je sois ce que je suis aujourd'hui. Si maintenant, nous restons dans la logique de l'universalité pour dire que nous entrons dans une uniformisation, nous risquons de ne plus être ce que nous avions été et essayer d'être ce que nous ne pourrons jamais être. Nous serons un peu à mi-chemin entre les cultures. Donc la conservation, c'est d'abord toutes ces pratiques-là qui parviennent à collecter le savoir traditionnel, le savoir endogène, qui est multiforme. On n'en parlera pas toujours en public comme ça, parce que tout est fait sous le sceau du secret, parce que c'est le substrat de la communauté. Et cette communauté a intérêt à conserver son savoir et dans un espace ésotérique à transmettre ses connaissances qui seront à coup sûr conservées, mais qui seront transmises aux générations futures parce qu'il y a un espace pour ça. La diversité culturelle, le fondement de la nation. Quelles sont les spécificités de cette diversité culturelle? Vous savez, la diversité culturelle, c'est extraordinaire et c'est ce qui fonde ce qu'on appelle l'État-nation. Parce que quand nous parlons d'État-nation, dans la première composante, il y a le pouvoir politique qui peut être organisé. Nous connaissons la République dans son organisation. Mais la nation, c'est parce que vous et moi, nous avons des différences, nous avons des spécificités. Mais nous avons décidé d'être ensemble au sein du Sénégal. Donc si nous restons dans cette logique, c'est parce que j'ai mes spécificités, vous avez les vôtres, et je dois pouvoir toujours développer ce qu'on pourrait appeler une conscience identitaire positive. Dès l'instant où moi, en tant que Sérère, je me sens bien dans ma culture, j'accepte certaines choses qui m'ont été transmises. Il faudrait que j'accepte pour Madame Samb qu'elle puisse avoir ses propres spécificités et que je puisse les respecter. Donc pour mieux vivre ensemble et vivre en commun également, j'espère. C'est le commun boulevard de vie commune. Nous avons accepté d'être ensemble dans l'État-nation parce que chacun accepte la culture de l'autre et chacun s'enrichit de la culture de l'autre. Parce qu'on a constaté également que cette cérémonie d'initiation, qui est le Boukout en Casamance, il y a le Ndout également en Sérère. Est-ce que c'est la même chose? On le fait de la même façon? Dans la finalité, c'est la même chose, mais on ne le fait pas de la même manière. D'abord parce que la Casamance a encore gardé son environnement géographique, ce qui n'est pas toujours le cas pour le Sine, en termes de préservation de l'environnement. Et comme il a dit, l'activité actuelle au plan professionnel, la vie de tous les jours, impacte naturellement sur ces pratiques traditionnelles. Nous n'avons plus le temps nécessaire pour rester 3 mois dans une initiation. Nous n'avons plus suffisamment de forêt pour pouvoir rester en marge de la société. Eux, ils ont pu conserver cette dimension. Et nous, on peut avoir des initiations au niveau familial, au niveau du quartier, au niveau du village. Mais eux, si vous voyez, c'est par des entités.
un ensemble de villages et qui répondent d'une initiation qui est régie par un groupe spécifique. Donc il y a une spécificité, mais en termes de finalité, c'est le même processus. Alors, on a constaté également qu'il y avait de la chanson lors de la cérémonie d'initiation. Quelle est la place du rythme des chansons dans cette cérémonie d'initiation? Vous ne pourrez jamais connaître ce qu'il y a eu dans l'initiation, parce que vous n'avez jamais été et vous n'y serez jamais. C'est un secret. C'est un secret qui est gardé à vie. Ça ne se transmet que dans l'espace de l'initiation. La chanson est d'abord un langage codé. On ne chante pas pour chanter. On chante pour coder. Quand deux initiés se mettent dans ce studio-là, on aurait pu être en train d'organiser cette émission, mais si vous étiez initié au même titre que moi, un seul geste aurait suffi pour vous communiquer une information capitale. La chanson aussi doit être décryptée et ne sont capables de les décrypter que ceux-là qui ont été initiés. Donc dans chaque chanson, il y a un message qui est caché et ce message n'est connu que par les initiés. Alors, quelle est la place du rythme et des chansons dans la valorisation de nos cultures? C'est une expression. C'est des expressions culturelles qui ont des spécificités parce que quand vous entendez un rythme diola ou bien un rythme pulaar, aussitôt vous comprenez que ça c'est pulaar, ça c'est serer, ça c'est... Mais au sein de la communauté serer, au sein de la communauté diola et autres, vous aurez différentes variantes de rythme aussi, parce que par exemple si vous allez chez les serer, il y a un rythme pour l'okhoy, c'est un rythme sacré qui accompagne le saltigue. Mais quand vous allez dans l'initiation, vous avez ce qu'on appelle le sort. C'est une forme de danse pour les hommes, mais c'est un rythme qui conduit à cette danse. Donc tout est lié. C'est-à-dire même pour implorer la pluie. Il y a des pratiques, il y a des chansons, il y a des danses qui font que la musique n'est pas seulement pour l'oreille. C'est un outil de communication. On a constaté également chez les Sérères qu'il y a l'Engel, il y a également le Baying. Quelle est la différence entre ces rythmes? C'est-à-dire que quand vous entendez Yandé Kodou chanter, c'est différent, on l'appelle Kimnokawolu. Traduit en français, ce serait le chant du griot, et qui vise un peu selon les scènes. La scène, ça constitue les fêtes au niveau de la famille, que ça soit une fête heureuse ou malheureuse, où elle compose pour raconter une histoire, pour magnifier des comportements. Ce qui est différent de celui-là, qui est dans le cadre du bayin par exemple, qui est une forme de musique érotique, qui est jouée par certains, qui a son rythme et qui est dansé par des hommes et qui a sa spécificité. Tout comme l'Engel sera un moment d'expression culturelle dans les îles, par exemple. Donc, parce que l'Engel, c'est un peu l'arbre à parable, c'est comme sous ce temps qu'on l'appelle. Mais à la différence que l'Engel n'est pas une spécificité d'une classe comme les griots. Alors qu'ailleurs, la chanson est une affaire de caste avant d'être une affaire de la communauté. Donc, alors, tout ça, comment faire, docteur, pour valoriser nos cultures? Comment faire? Voilà toute la question. Il nous faut d'abord nous battre pour la préservation de nos cultures. Et quand on parle de préservation de nos cultures, à chaque instant, nous devons avoir le réflexe de voir comment faire pour préserver ces minorités. La minorité, c'est ce qui fait l'essence de la diversité culturelle. Donc nous, plutôt que de penser à l'hégémonie qui a tendance à uniformiser, nous devons aller dans le sens de la préservation, conservation des minorités, mais qu'on leur ouvre aussi des perspectives d'expression. Mais on s'est rendu compte que très souvent on demandait aux Africains, aux Sénégalais, de préserver et de transmettre la culture sans jamais travailler sur cette question qui était fondamentale. Est-ce que cela
qui sont les gardiens des patrimoines matériels et immatériels, est-ce qu'au plan économique, ils peuvent vivre de cette culture? Je vous remercie, Dr Babacar Diouf. Je rappelle que nous étions avec Dr Babacar Diouf. Il est le président du réseau des acteurs socio-culturels du Sénégal. Merci beaucoup, docteur. Autre aspect de l'actualité sport à présent, pour parler de l'Afro-Basket, on connaît désormais le prochain adversaire des Lions du Sénégal en quart de finale de l'Afro-Basket de 2021. Le Sénégal retrouve l'Angola. C'est un remake du quart de finale entre les deux formations en 2017. Le match est prévu ce mercredi. Abdoulaziz Ban. Le Sénégal et l'Angola vont se disputer le ticket des demi-finales de cette Afro-Basket 2021. Dans cette compétition, le Sénégal a fait un sans faute. Les poulains du coach Boniface Ndong ont remporté leurs 3 matchs et terminant en tête de la poule D. 93-55 face à l'Ouganda pour leur première sortie, 104-75 lors du deuxième match face au Sud-Soudan. Et pour sa troisième sortie, le Sénégal a battu le Cameroun par 98-65. L'Angola, qui a terminé 3e du groupe D avec une victoire et 2 défaites, a éliminé l'Égypte en 8e de finale par 70-62. Les Palancas Negras ont remporté les 3 premiers quart-temps sans vraiment dominer l'adversaire. L'Angola a perdu devant le Cap-Vert et le Rwanda avant de se relancer devant la RDC. Notons que l'Angola avait terminé à la 6e place en 2017, éliminé par le Sénégal en quart de finale par 66-57. Sénégal-Angola, la rencontre aura lieu ce mercredi 1er septembre à 16h au Kigali Arena. Aziz Ban pour ce reportage. Voilà qui met fin à ce magazine d'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur le programme de la RTS2. Au revoir.